Voilà. Hop. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Voilà. Vous m'entendez? Bien, mesdames et messieurs, chers actionnaires, chers clients et partenaires, chers collègues, nous célébrons aujourd'hui les 100 ans de Socomec, un anniversaire que nous pouvons qualifier d'exceptionnel pour une entreprise. Je me suis laissé dire qu'en France, il y avait 1400 entreprises familiales qui avaient passé ce cap des 100 ans. Et entendez-le bien, il y a 100 entreprises familiales qui font plus de 100 millions d'euros et qui ont dépassé ce cap des 100 ans. Donc vous voyez, ce chiffre est hautement symbolique. Les 100 ans, 100 entreprises, 100 millions d'euros. Parlez quand même de quelques chiffres. Voilà, nous faisons partie maintenant de ce cercle restreint et des entreprises centenaires. Et j'en profite pour saluer des confrères que vous connaissez certainement. Michel et Édouard Hague, où sont-ils? Ils sont là, voilà. Brasserie Météor. Et je crois savoir, alors là vous dépassez tous les records, mais je crois que c'est 1640. Mais Météor s'appelle Météor depuis 1925. Alors une autre entreprise aussi, c'est l'entreprise SIAT. Alors SIAT, ça nous parle parce que mon arrière-grand-père s'appelait Joseph SIAT. Et on a une entreprise ici, c'est la menuiserie SIAT, Vallée de la Bruche. Paul est là-bas, voilà. Paul c'est... Sixième génération ? 202 ans. Eh bien, nous y voilà, chers collègues, nous faisons partie de ces entreprises qui ont su relever le défi du temps. Et en tant que bons ingénieurs, nous savons compter, et le décompte des 100 ans est imparable. Nous sommes bien sûr très fiers d'avoir passé ce cap hautement symbolique, mais vous le savez bien, les histoires d'amour ne se comptent pas en nombre. Ceux ou celles, la plupart d'entre vous, qui avaient un compagnon ou une compagne, le comprennent bien, la chose est trop précieuse pour être réduite à un décompte. Il y a toujours, bien sûr, et ce n'est pas leur faire ombrage, les papillons qui collectionnent les amours. Socomec, c'est une autre histoire, une longue histoire d'amour qui n'a rien du papillonnage, mais qui doit tout au compagnonnage. Du compagnonnage au fil des générations, du compagnonnage au fil du temps, entre nos différents corps de métier, avec nos partenaires et au service de nos clients. Le compagnonnage dont les valeurs nous parlent, car pour les compagnons, le métier ne se limite pas à un savoir-faire, c'est une histoire d'hommes et de femmes, une histoire qui parle de transmission du savoir, de partage au sein d'une communauté, d'ouverture au voyage, aux cultures, ou encore de comportement face aux difficultés de la vie. C'est cela, avec une forte dose de créativité, d'ingéniosité, de remise en question permanente, qui a construit la Socomec que nous connaissons aujourd'hui. Car combien d'épreuves avons-nous traversées? Combien de sauts technologiques avons-nous réussi pour franchir la barre de 100 ans? Combien, Loïc, de tempêtes avons-nous affrontées? Être acteur de son temps, c'est bien cela que nous avons toujours été. Être acteur de son temps, c'est ce que nous sommes toujours. Le temps d'aujourd'hui, c'est la formidable mutation du secteur de l'énergie. Le constat de l'urgence climatique est devenu une évidence. Et cela fait déjà un moment qu'à Socomec, nous avons pris le train des énergies renouvelables et de la transition énergétique. À la mesure de nos moyens, de nos technologies, de nos compétences, nous sommes très fiers, nous pouvons le dire, de participer à cette transition énergétique
qui conditionnera l'avenir de nos enfants et l'avenir du monde dans lequel vivront les futures générations. De quoi donner du sens à nos activités. Nos lettres de noblesse sont écrites par les compétences et l'état d'esprit de nos collaborateurs. Nous sommes tous à Socomec des compagnons, acteurs d'un monde que nous voulons meilleur pour demain. Ce compagnonnage, Loïc, il n'a jamais été aussi vrai qu'en mer, à bord d'un navire, au milieu d'un équipage tendu vers un même objectif, qui goûte à la quiétude des alizés, mais qui brave aussi les tempêtes et la fureur des océans. Conduite d'entreprise et course au large, même combat. La course au large présente beaucoup de similitudes avec le monde de l'entreprise, car au fond, les conditions essentielles de la réussite d'une aventure maritime ou entrepreneuriale ne sont-elles pas les mêmes? À commencer par définir un cap, tracer la meilleure route en fonction des éléments, mais aussi savoir travailler en équipage, mutualiser les compétences ou encore recourir aux technologies les plus avancées. Alors, pour fêter ce centenaire, nous avons souhaité prendre un peu de distance, prendre l'air du large, parce que s'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le skipper français le plus emblématique de la course au large, qui totalise plus de 52 transats, rendez-vous compte, 4 tours du monde, le triple vainqueur de la transat anglaise, double vainqueur de la transat Jacques Vabre, vainqueur de la route du Rhum, détenteur pendant 5 ans du trophée Jules Verne, et le seul Français à avoir barré un bateau en finale de l'America's Cup. Et j'en passe de ce palmarès, merci, exceptionnel, détenu, vous l'aurez deviné, c'est l'émotion, par Loïc Perron, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui va partager avec nous son expérience inégalée de marin. Son expérience est également familiale et générationnelle, il va nous en parler, puisque son père était capitaine au long cours de supertankers et son grand-père déjà un passionné de voile, comme on peut voir sur cette photo, prise dans les années 50 au large du Pouliguen, en Loire-Atlantique. Petit clin d'œil à droite, c'est le grand-père de Loïc, M. Terlin, et à gauche, c'est mon grand-père maternel, Albert Vaillant. Tous les deux partageaient la même passion déjà à l'époque. Imaginez-vous, à l'époque, la navigation de plaisance n'existait pas. Il n'y avait pas de ports tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'était les premiers pas de la navigation de plaisance en France et en Bretagne. Et voilà, donc une longue histoire. Et la raison aussi pour laquelle il m'a semblé qu'il était temps que l'on fasse tous les deux, et tous ensemble, plus ample connaissance. Mesdames et messieurs, Loïc Perron. Merci. Merci. Merci pour le... Bravo. Je crois qu'on va... Merci beaucoup. On va enchaîner avec une petite vidéo qui va continuer un petit peu l'histoire, qui est belle déjà. Nos deux grands-pères se connaissaient, ils se sont connus, ils ont navigué ensemble. Et vous allez voir un petit peu de la suite. Comment en est-on arrivé là? Je voulais être pirate, en fait. Je voulais être pirate découvreur. Le marin solitaire ne peut pas être bon partout, mais on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. Fast, but not furious. Les expériences d'équipage sont incroyables. C'était une aventure humaine géniale. Pour l'instant, en fait, en espérant que ça reste comme ça jusqu'au bout. J'ai jamais aimé les choses faciles.
mais j'aime bien les rendre faciles. Dans la coupe, ce qui est impressionnant, c'est l'immersion totale dans un projet. On est dedans, complètement. À la question comment j'en suis arrivé là, j'y suis pas encore arrivé. Pas du tout. Et là, je leur ai demandé d'arrêter parce qu'à mon âge avancé, le palmarès est très long. Et, mais c'est surtout parce que c'est le temps. Merci. Je reviens à cette histoire, malgré tout, avec nos deux grands-pères respectifs, parce que c'est vrai que tout part de là pour moi, et puis peut-être aussi pour vous, certains. On n'est pas obligé d'être né au bord de l'eau pour faire du bateau, mais ça aide, ça je vous rassure. Et voilà, le grand-père, ma grand-mère, le Cove Vadis, sont des bateaux qui étaient fabriqués à l'époque en Loire-Atlantique, pas loin. Et c'est vrai que c'était les premiers, ton grand-père. Et ma famille. Je démarre de là parce que c'est intéressant, je me présente. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe sur l'eau. La France est un pays assez particulier en termes de marine à voile. On a eu des gens importants, et je vous en parlerai tout à l'heure, des marins importants qui ont vraiment fabriqué et forgé un paysage très spécifique sur la voile en France. Ma maman, mon papa est capitaine au long cours. Jeune élève, il va devenir l'un, avec la gueule, il a les mêmes sourcils que moi, vous voyez, un peu d'autorité, on en parlera tout à l'heure. Mais je vous assure que rien qu'avec les sourcils, on essayait de rapporter des bonnes notes de l'école, ça n'a pas toujours été le cas. Il a fini par être commandant d'un des 4 plus gros pétroliers du monde, dans les années 80, fabriqué à Saint-Nazaire, pas loin de l'endroit où on vit encore. Ma maman, avec mon grand frère Bruno, à la barre, vous voyez, on a démarré tout petit. J'étais dans le ventre de ma maman, là, sur cette photo. Donc voilà, il paraît que c'était dans le sang, il y a eu un peu d'atavisme. Et puis, si j'appuie sur le bouton et ça ne marche plus, pour quelle raison? Bon, c'est pas grave, c'est joli de rester sur ma maman, mais voilà. Une fratrie, il y a 3 frères et 2 sœurs jumelles. Bizarrement, vous voyez, pas de photo avec les filles, c'est pas tout à fait normal, mais elles étaient assez envahissantes comme ça, je vous rassure. Et elles le sont toujours. Stéphane, mon jeune frère, qui va devenir un grand champion de planche à voile. Il va traverser l'Atlantique en planche à voile, lui, dans les années 80. Et avec Bruno, mon frère aîné, on faisait du dériveur. Et les dériveurs, ces petits bateaux, vous savez, légers, on ne peut être que 2. Donc le 3e n'avait pas sa place. Mais heureusement, dans cette époque, dans les années 75, 72, arrive la planche à voile. Et très naturellement, le 3e frère a fait de la planche à voile et est devenu un grand champion dans l'histoire. Il faut peut-être que je vise quelque part, je ne sais pas où. Zut, j'ai quand même raté le moment le plus important. Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur-là? Alors, chez nos amis d'autres pays, c'est une star française. Il s'appelle Éric Tabarly et c'était le premier marin connu en France. Il a été félicité par le général de Gaulle, on est en 64, et il va gagner sur ce bateau-là la première transat anglaise qui partait d'Angleterre pour aller aux États-Unis. C'est lui qui révolutionne et qui amène la grande révolution du monde de la voile. Avant Tabarly, il y avait des marins-pêcheurs en mer, il y avait quelques fous furieux comme nos grands-parents qui faisaient un peu de bateau. Mais voilà, en 64, on se dit qu'on peut traverser l'Atlantique et une histoire peut se raconter alors même qu'il n'y a aucun témoin, pas de public et que c'est un grand taciturne et silencieux. C'est ça ce qui est intéressant. On a toujours coutume de dire que les marins ont cette chance d'être loin des yeux, mais près des cœurs. Et lui a été le premier. Et bizarrement, 40 ans plus tard, je lui rends hommage sur le même bateau, parce que j'ai eu la chance de gagner cette même transat que Tabarly. Je l'ai gagné 3 fois et lui 2. Et en hommage à Tabarly, j'ai retraversé l'Atlantique sur son bateau, à l'ancienne, avec mon sextant. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'un sextant, on verra plus tard. Et bon, ça, je faisais un petit raccourci. Ça, c'est quand j'ai 12 ans. On est en 72. Tabarly, justement, vient de gagner la transat encore. Et puis enfin, ça, c'est ma première transatlantique. J'ai 19 ans, en solitaire, tout seul sur un petit bateau de 6,50 m. On partait d'Angleterre, on allait aux Canaries et ensuite on traversait l'Atlantique. À l'époque, on n'a pas de GPS, on n'a pas de lampe électrique, on a juste un sextant, vous savez, comme le capitaine Haddock, hein, qui, après de savants calculs, se retrouvait au beau milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est à peu près le même truc. Je suis arrivé à peu près au même endroit. 19 ans, rien à bouffer, mais une passion, une envie, tout simplement. Une petite anecdote encore,
juste en vous montrant ce que ça donnait quand j'ai découvert les Antilles. Ce n'était pas par un avion d'un charter rempli avec des sacs en plastique à la sortie, non. J'ai découvert les Antilles après 25 jours de traversée tout seul sur ce petit bateau-là, à Antigua. Antigua, c'est une île anglaise qui est au nord de la Guadeloupe. Et il y a le fameux Nelson, l'amiral Nelson, dont c'était le repère à l'époque. Et c'est devenu mon île favorite des Antilles, d'ailleurs. Je vais arrêter là, mais juste une dernière chose, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Les 3 frères que vous avez vus tout à l'heure et les 2 sœurs n'ont pas eu leur bac. Aucun des 5 enfants. Alors, j'ai compris la détresse parentale à l'époque en ayant des enfants par la suite, mais ça prouve un peu, on a eu la chance de transformer une passion en métier, ou en tout cas de réussir à en vivre, et que, bon voilà, on est l'un des rares exemples, peut-être, il ne faut pas suivre, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, hein, je leur ai dit, attention, c'est pas parce que papa n'a pas eu son bac et que c'est qu'il n'a pas bien réussi qu'il faut faire pareil. Coup de bol, ils l'ont eu. On va enchaîner, là ça arrête un petit bout de l'histoire, 19 ans, puis après ça va être à vous. Je vais être ravi de répondre à des questions qui vont me permettre de vous répondre avec des anecdotes, et il y en aura quelques-unes. J'espère. Yvan l'a abordé tout à l'heure dans son discours, les parallèles entre le monde de la course en mer et celui de la compétition entrepreneuriale sont nombreux. Et donc on vous propose ce soir de continuer cette conférence par une séquence de questions-réponses. Et c'est Yvan Seyer qui va vous poser la première. Ton micro fonctionne. Oui. Oui, ça marche, Yvan. Allô? Ah oui, ça marche. Bah, allô? Voilà, oui. Cher Loïc, on était... Oui, Yvan, je te reçois. 5-5, miracle de la technologie. Hein. Alors déjà, je te rassure, j'ai dû m'y reprendre à 3 reprises pour avoir le bac. C'est vrai? Ah oui, mais mon frère aussi, mon frère aîné aussi. 3 fois, il ne l'a pas eu. Hein. Non, mais lui, il ne l'a pas eu. Il l'a pas eu? Non, mais les aînés des familles sont souvent oui, des gens... Non, mais ça, c'est une question d'atavisme. Oui. Non, Loïc, simplement pour te dire quels sont les plaisirs que j'ai pris en naviguant avec toi au Pouliguen il y a 3 semaines. J'en ai la preuve. Hein, hein, pas mal fait, mon coquin. Là, Yvan, nous sommes où? Alors, on est devant une plage. On a l'impression d'être dans une île paradisiaque, dans les tropiques, peut-être dans les Caraïbes. Oui. Hein, c'est que la boue. Et qui s'appelle l'île des Évins. L'île des Évins. Au milieu de la baie de la Baule. Au milieu de la baie de la Baule. Au milieu aussi des éoliennes qui sont fantastiques. Oui, que l'on aperçoit là-bas. Regardez en haut à gauche. Vous voyez en haut à gauche, on aperçoit un peu le fameux champ de 80 éoliennes qui ont le mérite de choquer visuellement et j'espère d'avoir une sorte de rentabilité minimale pour justifier. Oui, alors c'était intéressant parce qu'on a parlé un peu de ça. C'est un débat, on en parlera peut-être un peu plus tard. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui nous interpelle puisque nous sommes dans le secteur de l'énergie, comme tu le sais. Hein, j'avais compris quand même. J'ai pas mon bac, mais je comprends un peu les trucs. Et donc on a eu l'occasion d'échanger sur ce bateau, c'était assez intéressant. Et tu m'avais évoqué quelque chose qui m'a semblé assez pertinent, c'était le rapport de l'homme avec son environnement. Et notamment, tu m'as dit à un moment, un marin fataliste est un marin optimiste. Vaste sujet. Vaste sujet. Peux-tu nous en dire plus? C'est vrai que le fatalisme, c'est un petit peu négatif, ou du moins on n'a pas l'impression de s'en sortir, mais le marin a cette obligation de continuer quoi qu'il arrive. Quand on est en mer, il y a un mot qu'on ne peut pas dire, c'est stop. Quand vous êtes en voiture, dans la vie ou à pied, vous pouvez dire stop, j'arrête, je demande de l'aide, j'appuie sur un bouton, détresse, n'importe quoi. Non. Le marin, pour arrêter, doit continuer. Comme un vélo, pour le coup. Un vélo qui s'arrête, ça tombe. Un marin ne peut pas s'arrêter. Il y a une deuxième chose qui fait accepter le fatalisme, ou du moins tout ce qui va nous arriver, c'est le fait que, dans notre cas précis de la compétition, par exemple là, ici, là, je suis en tête de mât d'un bateau. Je suis monté tout seul, on est en solitaire, c'est un Vendée Globe, donc c'est le tour du monde, vous savez, en solitaire, qui part des Sables d'Olonne. On est en 2008, et pas de problème. Ce que je dis souvent, c'est que quand on est en mer, surtout sur des bateaux de compétition, on a choisi d'y être. Personne ne nous y a forcé. Donc ce luxe incroyable de choisir ses souffrances, parce que c'est pas facile, on n'a pas le droit de s'en plaindre. C'est vraiment un motto très important dans ma vie. En permanence, j'ai cette chance incroyable de choisir mon mode de souffrance. Ce qui n'était pas donné à tout le monde, loin de là. Sauf que, il est vrai que 24 heures plus tard, le mât est cassé là. Le mât est tombé. Bon, j'étais plus dedans, j'étais plus là-haut, hein, on a bien compris. Et là, j'ai fabriqué un gréement de fortune, on appelle ça, avec des morceaux du mât.
Et j'étais dans le sud de l'océan Indien, en gros entre Cape Town, la fin d'Afrique du Sud, et les îles Kerguelen, donc c'est-à-dire un peu loin de tout. Hein. La carte bleue ne sert à rien là-bas, je vous rassure, il n'y a personne, il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de porte-avions, il n'y a rien. On se débrouille, on continue. Et j'ai mis 3 semaines, un peu comme j'ai fait un gréement, vous voyez cette voile-là, bah, c'est un morceau de la grande voile que j'ai coupé comme les trirèmes romaines ou grecques d'Ulysse. Et puis ça m'a permis de rallier l'Australie 3 semaines plus tard. Donc il y a une notion au temps qui est intéressante aussi quand on est en mer. Les horloges s'arrêtent un petit peu. Il faut quand même continuer. Donc là, sur ce bateau, au moment où j'ai dématé, j'étais en tête du Vendée Globe. J'avais gagné la Transat anglaise avec ce même bateau 6 mois avant. J'avais gagné une autre course en préparation. Donc en gros, j'étais le favori de la course. En tête de la course après 3 semaines de course déjà. Et puis boum, le mât tombe. Que faire? On ne va pas se plaindre. Je ne vais pas faire un procès à des ingénieurs. Il faut déjà que je ramène le bateau, que je suis en vie, et puis tout va bien, et puis il n'y a plus malheureux. C'est ça la leçon un peu des marins. C'est assez bizarre. Je vous ai mis des petites images spectaculaires comme ça, parce que c'est important. Là, on était à Fécamp, c'est un Grand Prix, on est sur un trimaran. Il y a quelques années déjà, il y a plus de 20 ans. On est pareil, en tête de la course, mais on a pris des risques. On a pris des risques de conception. Ce que je n'avais pas fait sur les photos précédentes. Pour faire un tour du monde, on essaye de minimiser les risques. Sur ces Formule 1 des mers, que sont les trimarans, on avait pris des risques technologiques pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick, que le mât soit un petit peu souple. Et bilan, il est tombé. Au bout de quelques semaines d'essai, parce qu'on n'a pas les moyens de faire un mât, puis de le tester, de le casser, quoique si, on l'a fait naturellement. Et puis il avait fallu en faire un autre, c'est pas faux. Et un autre exemple, je ne vais pas dire de management, mais pas loin, c'est que c'est le patron qui va quand même au charbon, de temps en temps, même dans les endroits où il faut essayer de récupérer les pièces qui valent cher en tête de mât, qui sont sous l'eau justement. Bon là ça va, on est entouré, on est près des côtes, mais ça s'accepte parfaitement. Ça n'empêche qu'il faut... On accepte ce qui va venir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'y préparer. On parlait à l'instant de notre fameuse crise, toujours un peu actuelle, du Covid. Toutes les entreprises qui sont passées à travers, malgré tout et sans le savoir, s'étaient préparées. Ça fera partie peut-être d'autres questions tout à l'heure, mais il me semble que l'art du marin et l'art de la bonne entreprise, c'est justement d'anticiper les mauvais moments qui vont inévitablement arriver. La sinusoïde est permanente. La progression sur un bateau, la courbe sur vos registres de comptabilité, c'est pas toujours comme ça monte pas toujours vers le haut, ce serait indécent d'ailleurs. Il est logique de suivre les cycles lunaires, les cycles de la marée, les cycles de l'économie, les cycles du monde, tout simplement. Et le marin accepte parfaitement ça. Il accepte les creux et les bosses. Et voilà l'un des exemples. Dernier exemple, mais il est moins drôle, après on partira sur d'autres sujets, mais ça me tient à cœur. Sur cette photo, on est 6, et bien on n'est plus que 2 aujourd'hui. Vous allez peut-être reconnaître quelques personnages ici, en tout cas pour les Français. Là, vous avez Florence Artaud, une grande navigatrice, merci. Merci. Au-dessus d'elle, il y a Laurent Bourgnon, un immense navigateur qui a été mon meilleur ennemi, disparu. Là, un grand marin, Jean Morel, malheureusement disparu. Ici, Jean Mamère, le frère de Noël Mamère. Vous vous souvenez de lui aux journaux de 20h, Jean? C'était lui qui était journaliste sportif. Disparu. C'est pas de la nécro, mais c'est juste pour vous dire que la vie passe. On a des amis, on a des copains. Ces deux-là disparaissent en pleine passion. Elle est en hélico en train de faire un truc de dingue, une émission. Laurent est en train de plonger à Tahiti. Et puis on ne le retrouve pas, par passion. Et puis d'autres, malheureusement, disparaissent. Et puis voilà, il ne reste plus que 2 survivants, ma pomme et Philippe Poupon, qui, en hommage à Florence Artaud, va faire la prochaine route du Rhum, d'ailleurs, sur un trimaran qui appartenait à Florence. On arrête avec la nécro, on passe à autre chose, avec grand plaisir. Alors, je me suis mis un petit tableur comme ça. 2. Auriez-vous une question? Et c'est Michel Kronaker, directeur général du groupe Socomec, qui va vous la poser. Ouais. Oui, bonsoir Loïc. 2 questions qui se tiennent. La première, c'est de dire que entreprendre, c'est prendre des risques. Naviguer également. Comment gérez-vous la prise de risque dans votre préparation et dans votre navigation? Première question. Deuxième question, a-t-on peur encore en mer quand on s'appelle Loïc Perron? Alors, je vais répondre tout de suite par celle-là. Heureusement, oui. Heureusement. La peur fait partie de la gestion. Oser, bon, c'est pas donné à tout le monde d'oser faire quelque chose, mais c'est doser le plus important. C'est le dosage des choses qui est important. Quand, sur un trimaran comme celui que vous avez à l'image maintenant, là, c'est joli ça, hein? C'est le trou du diable, on l'appelle comme ça. Ta-ta-ta, lumière noire en général.
C'est pas loin d'ici, hein, enfin d'ici, c'est loin, mais disons que si vous faites quelques kilomètres vers l'ouest, à Ouessant, qui est l'île la plus occidentale de l'Europe, juste là, il y a la côte, il y a la côte de l'île de Ouessant. Et il y a beaucoup de courants dans cette région de la Manche, évidemment, et il y a des moments dans la journée où ça fait ce trou-là. Et c'est juste une anecdote intéressante. On fait une course, on est parti de Calais le matin même, on va très vite, on est en tête de la course. Juste derrière nous, il y a des champions comme Bourgnon, Gauthier, enfin des champions français qui sont là. Et à la barre, 5 minutes avant cette vague, il y avait un jeune, le plus jeune de notre bateau. On va parler peut-être de la transmission tout à l'heure, mais à chaque fois, sur mes équipages, j'embarquais des plus jeunes, des jeunes talents régatiers. C'est lui qui barrait 5 minutes avant. Je sais que cette zone est un peu dangereuse, je vais voir la carte pour bien vérifier où on est. Et puis en ressortant sur le pont, je vois que ça commence à chauffer, je me rapproche du poste de barre, le barreur est ici, là, juste à droite. Et pour le coup, là, c'est moi qui barre. Et mon petit Pierre, il s'appelle Pierre, il a 25 ans, et je le sens un peu tendu quand même. Il voit à peu près le truc, et il me dit « Tu veux pas prendre la barre ?» Je lui dis « Si, il n'y a pas de problème. » Je ne lui ai pas demandé qu'il me la donne. C'était intéressant d'être à côté de lui, et la transmission, elle est là. Elle n'est pas dans l'imposition en disant « Je suis mieux que toi, j'ai mes cheveux gris, tu vas me faire confiance. » Non. J'étais à côté de lui pour essayer de le rassurer. Il aurait très bien pu passer cette jolie vague tout seul, mais il s'est senti encore plus informé de voir comment j'allais faire. Et puis ça se passait très bien. Bon, c'est un peu tendu pour être très franc, mais tout ça pour dire que la prise de risque, elle est même là, d'ailleurs. Elle est même dans accepter de passer à un moment clé de la sécurité de tout le monde, de passer les commandes ou pas à quelqu'un qui serait peut-être un peu moins aguerri, mais dont on a besoin qu'il apprenne. Et c'est assez passionnant à faire. Bon, une autre prise de risque intéressante, les icebergs. Bon, ça, vous voyez le truc qu'il y a là, on est au sud du Pacifique à peu près, on est loin de tout. On est d'ailleurs à un endroit qui s'appelle, pas loin d'ailleurs, le point Nemo. C'est l'endroit sur la planète où les hommes ou les femmes sont les plus éloignés des autres hommes ou femmes. D'ailleurs, les mammifères bipèdes les plus proches de nous sont ceux qui sont dans la station spatiale orbitale, qui est au-dessus de nous. Sinon, on est des milliers de kilomètres de n'importe quoi. Mais par contre, il y a des icebergs. Ça, si on se fracasse là-dessus, on coule. C'est une falaise. Hein. Bon, là, on a des moyens, il y a des radars. Mais quand en solitaire, je fais mon premier Vendée Globe il y a 30 ans, je découvre les icebergs, en fait. J'en avais déjà vu un petit peu dans le Nord, mais... Et là, on n'avait à l'époque aucun moyen. Donc c'est un peu la roulette russe. Et je dois avouer que c'est ça ce qui frise un peu l'inconscience du marin de temps en temps. Ça s'est calmé parce que depuis, toutes les courses autour du monde sont limitées. Ils n'ont plus le droit d'aller trop sud pour éviter d'aller dans ces zones-là. Mais là, on est pendant une course qui s'appelait The Race, en équipage, sur un gros catamaran qui marchait bien. Ah, regardez ça. Une autre problématique des multicoques, ces fameux bateaux qui ont plusieurs coques, ou 2 ou 3, c'est qu'ils peuvent chavirer en quelques secondes. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Donc une fois qu'on est à l'envers, c'est fini. Je ne sais pas si c'est du bois, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais chaviré. Je suis l'un des rares skippers à avoir fait du multicoque comme ça, en équipage, en solitaire, à n'avoir jamais chaviré. Bon, pour être très précis, si, il y a 3 semaines sur le lac Léman, sur des petits bateaux un peu plus volage, mais il y a une limite. Toujours est-il que ça, c'est le plus grand trimaran du monde, qui a été construit par Banque Populaire et sur lequel on a fait le Jules Verne, je vous en parlerai tout à l'heure. Pareil, cette notion de dosage, elle est là. C'est tout le truc. Même si la mer est plate, que le bateau va bien, un peu comme dans votre voiture, il y a une belle ligne droite, vous vous sentez bien, vous appuyez à fond, c'est pas compliqué d'accélérer, pour être très franc. Tout le monde sait faire. Le champignon le plus vénéneux, c'est celui-là, justement, c'est la pédale d'accélérateur. Les bons pilotes, on les reconnaît à quoi? Au freinage. On les reconnaît à leur capacité à freiner, leur capacité à raccourcir leur distance de freinage. Ben, c'est pareil sur un équipage. En entreprise, je pense que c'est à peu près pareil. On va reconnaître tout. Je saute un peu du coq à l'âne et je passe un petit peu en stratégie. Mais en entreprise, quand le marché va bien, vous allez bien. J'imagine. Tout le monde va bien. Vos concurrents vont bien aussi, d'ailleurs, bizarrement. Ils vont à peu près à la même vitesse, en fonction. C'est quand le marché devient difficile, quand la tempête arrive ou quand il n'y a plus de vent du tout, qu'on va reconnaître les bons. Qu'on va reconnaître les vrais marins et les bons bateaux, et les bons équipages. Ce sont ceux qui vont se bagarrer dans des conditions beaucoup plus difficiles que ça. Et tout le paradoxe, c'est que c'est justement quand il n'y a pas de vent du tout qu'on fait la plus grande différence avec sa concurrence. C'est intéressant, parce que le différentiel de vitesse entre 2 bateaux à conditions idéales, ils vont tous à la même vitesse. Entre un bateau arrêté parce qu'il n'y a pas de vent et un autre qui va fabriquer son vent lui-même, c'est bizarre ça, fabriquer son vent. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, comment on fait, mais ça se fait. Hein. Encore une petite notion de risque, vous voyez, quand ça chavire, ça fait ça c'est des épreuves de Coupe de l'Amérique, mais on prévoit tout quand on parle de risque, on parle aussi évidemment de prise de risque et d'anticipation, et on s'équipe.
C'est ça tout le truc. Anticiper, ça veut dire aussi prévoir l'éventuelle casse. Et là, maintenant, de plus en plus, sur tous nos bateaux de compétition, ceux qui volent, les bateaux à feuilles, vous voyez, les trucs qui vont très très vite, on est, par obligation et heureusement, casqué, botté, comme un motard, comme un pilote de F1, et ça nous a sauvés pas mal de fois, pas tout le temps. Et là, c'est une belle image, c'est tout simplement pour vous montrer tous les types de bateaux. Vous voyez, vous allez en voir plein, c'est étonnant, le spectre de la voile est d'une largeur infinie. Ça va du tout petit optimiste sur un lac à côté d'ici au l'un des plus grands catamarans du monde pour la Coupe de l'Amérique que j'ai eu la chance de barrer. Pareil ici, des bateaux qui volent, voilà. Voilà à peu près des belles images pour vous montrer que le risque est important, que la peur doit être impérativement connue, on va du moins la ressentir. Si je finirais par quelque chose concernant la peur, il y a plein de niveaux de peur. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous vous faites surprendre par un grand coup de patin parce qu'un camion vient de passer, c'est de l'adrénaline pure. Poum, ça rentre dans le palpitant. Tabarly, que vous aviez vu tout à l'heure, n'en faisait pas, à mon avis. Encéphalogramme de la grenouille, je crois qu'il n'en faisait pas. D'ailleurs, il a chaviré plusieurs fois, bizarrement, Tabarly. Est-ce qu'il manquait de sensibilité? Est-ce que l'adrénaline, justement, ou est-ce que ces niveaux de peur successifs, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, c'est pas la même chose, il y a du stress, c'est pas encore la même chose non plus. Quand on part en solitaire, au départ d'une route du Rhum, on est au mois de novembre, on est tout seul sur l'un des plus grands trimarans du monde et qu'on sait qu'on va traverser l'Atlantique, je vous assure que c'est pas de la peur. C'est un stress, un peu comme de monter sur scène, et c'est une sorte de chorégraphie cérébrale pour essayer d'anticiper sur tous les emmerdements futurs, justement. Toutes ces peurs qu'on va essayer d'éviter. Mais heureusement que j'ai eu peur tout le temps, parce que ça m'a permis de mettre des barrières, des sortes de guides un peu partout. Et je pense que c'est un vrai moteur, mais la peur n'est pas toujours, quand je vous dis, le stress, la tension, la concentration, tout ça, ça fait partie d'un tout, de connaître en tout cas les dangers qui nous entourent. Loïc, on va poursuivre avec une question de Julie. Ah oui, parce que je vais être trop bavard. Allez, je vais arriver à ça. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bonsoir. Que ce soit lors du Trophée Jules Verne ou des différentes régates que vous avez pu faire, vous avez dirigé des équipages nombreux, divers, très expérimentés, ou pas. Je rends hommage au petit Pierre de 25 ans qui a eu bien raison de vous poser la question et je lui surtout transmettrai. Très chanceux de vous avoir, d'avoir attendu qu'il pose la question. Je serais très curieuse, évidemment, de connaître les clés et les leviers que vous avez utilisés pour fédérer vos équipes. C'est jamais... comment dirais-je? Je ne veux pas dire que c'est un combat permanent, loin de là, mais c'est vrai que c'est d'abord de la légitimité. Mais comment l'acquiert-on? En gros, c'est un souvenir. La première fois que j'ai été en équipage, et maître d'un équipage, j'avais, je crois, une vingtaine d'années, et tous mes équipiers étaient plus âgés que moi. Donc c'est pas simple, et ça se faisait beaucoup d'ailleurs dans le milieu de la piraterie et au XVIIe siècle, il y avait de la légitimité avant tout, indépendamment de l'âge. Et du sexe aussi d'ailleurs. Là, j'ai 20 ans, tous sont plus que 20 ans, on va faire une course qui s'appelle la Baule Dakar, une course en équipage tranquille. Mais je suis légitime, pourquoi? Parce que j'ai fait la Mini Transat, un an avant. Je suis le seul parmi l'équipage à avoir traversé l'Atlantique en solitaire. Aucune espèce d'expérience, a priori, qui devrait s'appliquer à un équipage. Eh bien si. L'intérêt du solitaire, c'est justement qu'on a l'obligation de tout faire. Je suis tout seul sur un bateau, je suis même tout seul à le préparer la plupart du temps quand on débute. Donc je pars d'une page blanche, je bricole, je quémande, je vais vendre mon projet. Je suis obligé de remplir tous les rôles. Dès lors, on connaît la difficulté du rôle de chacun quand on aura à le distribuer en équipage. C'est toute la beauté du solitaire, d'ailleurs. Ça forge, paradoxalement, de bons entrepreneurs capables de déléguer, connaissant, je répète bien, la difficulté du rôle de l'autre. Et donc, on devient un peu légitime comme ça parce qu'on sait que quand on va faire quelque chose à un tel, ou bien on peut le faire aussi bien, ou moins bien, ou mieux, enfin peu importe, mais on connaît le danger aussi. Et je pense que c'est ça, la première chose, c'est d'être à l'écoute et de connaître tout ce qui se passe sur un bateau. Il n'y a pas de petit rôle sur un bateau. Alors, le solitaire, j'en reviens encore une fois là-dessus, c'est qu'on ne peut pas être bon partout, mais quand on est tout seul sur un bateau, on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. On doit impérativement avoir au moins des connaissances sur tous les sujets. Ça va de l'onduleur en question, ça vous rappelle le bureau, mais en tout cas, on en a nous aussi à bord de nos bateaux, on fait du 12, du 24, on en a du continu, jusqu'à recoudre des voiles, jusqu'à savoir se nourrir, évidemment, quand on passe 3 mois en solitaire sur un bateau. C'est un métier très complet, c'est même une école de vie étonnante. Et donc, ces marins solitaires, bizarrement, en France, il y en a beaucoup. Tabarly, Artaud, Bourgnon, à cause de Tabarly, ça a généré beaucoup de marins solitaires. Et les journalistes, qui sont une caste à part entière, spécialisés théoriquement,
disent toujours les marins français n'arrivent jamais à s'entendre entre eux et feront jamais un bel équipage, surtout à propos de la Coupe d'Amérique. Totalement faux. Parce que justement, les marins solitaires, pour autant qu'ils gomment un peu leur ego, ça c'est sûr qu'il en faut un peu, et qu'ils arrivent à s'associer, forment des équipages exceptionnels. Après, l'autre légitimité, elle vient dans le fait que j'aime bien... Je vais vous donner un exemple sur ce bateau-là. Non, pas celui-là, un autre, celui-là. Celui-là, c'est le plus grand trimaran du monde, on l'a vu tout à l'heure. Avec ce bateau-là, on a fait le trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, c'est le tour du monde. C'est un record, on part quand on veut. On part de Ouessant, là on a vu la grosse vague, là, exactement au même endroit. Et puis on revient à Ouessant le plus vite possible. À l'époque, ce projet Banque Populaire avait été mené par un autre skipper du sud-ouest de la France, un Basque. Ça explique en partie les mêmes caractères qu'en Alsace, d'ailleurs, j'imagine. À tout hasard, je dis ça, mais il y en a qui se sont reconnus bizarrement. Et ce Pascal, malheureusement, pour diverses questions ou raisons, se fait virer par la banque. Il ne veut plus qu'il soit skipper. Tout le bateau est prêt, l'équipage est prêt, ils sont prêts à faire ce Jules Verne. Et il me passe un coup de fil. Moi, je n'ai pas de boulot à ce moment-là, il me demande de le remplacer. C'est pas simple, hein? Comment est-on légitime quand on arrive sur un projet parfaitement mené? Heureusement, je connais évidemment les 3/4, sinon la totalité de l'équipage. Arrive une sortie de test, personne ne sait, même à bord, que j'arrive. On est à l'époque de Nelson, hein, un petit peu, sur le bateau amiral, il y a un nouvel amiral qui arrive, aucun équipage ne sait qui c'est. Pourquoi? Parce que là, les relations publiques et presse de Banque Populaire ne voulaient pas que ça sache. Je vous passe les détails. Donc je me retrouve dans un petit Zodiac au large de l'Orient, caché sous un sac à voile pour pas que des médias puissent éventuellement photographier le nouveau éventuellement skipper de ce bateau. Ils vont me faire le coup 2 fois, je vous raconterai tout à l'heure. Et je sors, Deus, presque ex machina, de mon petit sac à voile, à côté de ce plus grand trimaran du monde, où m'attendait tout l'équipage, 6 mois avant, un tour du monde. Ah oui, c'est lui, bon d'accord. Et là, la première chose qu'aurait pu faire un autre skipper, c'est prendre la barre. Bon les gars, racontez-moi, on va où, comment ça se passe, votre bateau? Moi, naturellement, je me suis dit, mais non, ma place n'est pas à la barre. Ma place, elle est de demander à chacun des mecs, certains j'en connais, d'autres j'en connais pas, comment ça se passe. Et donc j'ai passé la journée avec des potes, pour la plupart, avec des copains, mais sans toucher à la barre. Il me semble que ça alors j'ai pas besoin d'asseoir ma légitimité, c'est pas ça le problème, mais je voulais que l'ambiance reste, que les garçons se sentent en confiance parfaitement et qu'ils n'allaient pas embarquer juste un petit gars qui allait tenir le guidon. Et ça s'est évidemment très bien passé, coup de bol. En plus, on a battu plein de records, plus le Jules Verne qu'on a gardé, tu le disais Yvan, pendant quelques années. On a fait le tour du monde en 45 jours. Je vous en parlais tout à l'heure hein, de l'évolution de la vitesse à la voile, mais c'est sidérant. C'est absolument sidérant. Donc voilà. Et puis ça forge, évidemment. Quand la victoire en plus s'en mêle, et évidemment l'effet de groupe, c'est ce qui vous arrive. On est à 100 ans déjà de victoire permanente. Vous êtes en cohésion parfaite et en cohérence. Là, c'est un autre exemple de légitimité. Regardez. Alors là, c'est marrant. En fait, je suis au milieu, là. C'est vraiment pas pour assouvir mon ego démesuré, mais c'est juste parce que j'avais organisé cette photo. Ça, c'est une équipe de la Coupe de l'Amérique. Là, il y a à peu près, un peu comme ici, je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de nationalités, là. De l'Espagne, d'Argentine, de partout, du monde entier, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de France. Et j'ai organisé cette photo parce que c'était le team Artemis. On venait de perdre un mec. On venait de perdre quelqu'un, un équipier. Je vous ai montré tout à l'heure, quand j'avais mon casque jaune, là, ces équipements un peu obligatoires sont arrivés un peu tard. On a perdu quelqu'un en baie de San Francisco, notre second. Le bateau a chaviré. Pour la première fois, je n'étais pas à bord de ce bateau. Un catamaran pour la Coupe d'Amérique. Je vous ai dit que je n'ai jamais chaviré, ben c'est toujours vrai. Je barrais ce bateau pendant 6 mois. Un jeune barreur est arrivé, un talent extrême, aucun problème. Et je l'ai entraîné plusieurs fois, j'étais à côté de lui tout le temps, pendant des semaines et des semaines. Et un jour, je ne suis pas à bord, je suis dans le Zodiac qui est à côté, et le bateau chavire, au large de San Francisco, à côté d'Alcatraz, et on perd un gars. Et donc il fallait renouer un petit peu, on était 110 dans l'équipe, c'est une grosse équipe, la Coupe d'Amérique. Voilà, je ne suis pas le chef de l'équipe du tout, hein. Moi j'étais le papillon, pour le coup. Là, pour une fois, ça peut servir. Il en faut au moins un dans une entreprise, à mon avis. Il en faut un qui va butiner l'information, qui va transmettre l'information. L'intérêt ou la petite abeille, si vous voulez. L'intérêt, c'est que je vais chercher du pollen un peu partout, en fumant une clope avec les kiwis qui sont là-bas à gauche, en allant boire une bière avec les Espagnols, ou inversement, hein, ça dépend des... Et je servais d'estafette dans cette équipe et de gouttes d'huile pour mettre un petit peu enlever les frictions dans les rouages qui sont inévitables dans les grandes entreprises. Et voilà le bateau en question.
C'est pas celui-là qui a chaviré, mais c'est tout. Ça, c'était la Coupe de l'América. On est à San Francisco sur des bateaux qui volent au-dessus de l'eau. Ça y est, on y arrive. Ce sont des feuilles depuis maintenant une vingtaine d'années. Encore un autre exemple de team, de Dream Team. C'était l'époque Fuji, il y a 20 ans. Et voilà. Et on passe... J'essaye de pas trop vous mettre d'images parce que je sais que vous les regardez. Hein. On va passer à la question 4 et c'est Antoine Baveux, directeur de l'offre, qui va vous la poser. Oui, Loïc, vous aviez parlé de performance. Moi, ça m'intéresse de vous faire parler de performance. Alors, je ne sais pas quand c'était prévu, mais maintenant, ça serait pas mal. On a bien compris l'aventure humaine que représente la navigation sportive. Les trimarans ou les multicoques, globalement, les monocoques, on a vu leur performance exploser depuis quelques décennies. Il y a l'aventure humaine qui permet ça. Comment vous vous positionnez par rapport à l'usage des technologies et plus globalement de l'innovation dans le sport nautique? La Santa Maria de Christophe Colomb était déjà innovante. C'est ça ce qui est fascinant, l'innovation, il faut la mettre dans son contexte de l'époque, c'est passionnant. Toutes les trirèmes, à chaque fois, il y a des révolutions industrielles, mais surtout de conception qui sont assez géniales. Dans le domaine de la voile, pendant, on va dire, quelques siècles, on n'a pas bougé beaucoup, mais vraiment pas. Et la chose, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, c'est pas parce qu'il n'y avait pas des inventions qui étaient faites, il y a eu quelques génies architectes navals, comme Ereshoff aux États-Unis, comme quelqu'un en Suède, enfin, des purs génies, mais qui n'avaient pas les moyens technologiques, qui n'avaient pas les fibres particulièrement existantes sur le marché, capables de répondre à leurs idées saugrenues. Et les fameux foils, ce sont des ailes qui vont dans l'eau, on est d'accord, ça existe depuis 2000 ans dans le Pacifique, bizarrement. Il y a pas mal de petits engins à 3 coques ou à 2 coques qui ont des plans porteurs qui génèrent de la portance par leur vitesse et pas seulement de la flottabilité parce que c'est en bois. Donc ces concepts, je trouve que l'innovation est intéressante essentiellement parce que pour les gens qui arrivent à l'apprécier, ce sont ceux qui respectent l'histoire pour mieux voir l'avenir. Et l'un des exemples pour ça, ce que j'avais fait, c'était justement de montrer, moi je passe mon temps sur des engins en carbone ou je ne sais trop quoi, de montrer qu'avec ce vieux bateau en bois, Tabarly gagné en 64 justement, en hommage, et j'ai fait la même chose pour la route du Rhum, je vous montrerai tout à l'heure, c'était intéressant de montrer aux plus jeunes particulièrement qu'il faut un peu de culture pour appréhender l'innovation, me semble-t-il. L'innovation, c'est le démarrage, tout comme il y a 100 ans, vous faisiez une rôtissoire, ou ton grand-père pour le coup, ici faisait une rôtissoire électrique ou je ne sais trop quoi. C'était de l'innovation pour l'époque, mais vous en inspirez toujours. Il me semble que ce regard, ce coup de petit rétro et de mise en lumière du passé va permettre de passer à des engins comme ça. Après, il est vrai, pour répondre à la question précise, la voile est, à mon avis, le seul domaine de transport qui ait multiplié sa vitesse par 4 en 40 ans. Il n'y a pas d'équivalent. Hein. Il n'y a aucune fusée, aucun train, aucune Formule 1, aucune voiture, aucun engin de déplacement qui va 4 fois plus vite aujourd'hui qu'il n'allait il y a 40 ans. Les fusées, d'ailleurs, il y a 40 ans, Saturn V, ça allait plus vite que les fusées de Musk aujourd'hui. Hein. Donc, nous, il y a 40 ans, on faisait la route du Rhum sur... Non, je vais revenir là-dessus. On faisait la route du Rhum il y a 40 ans sur un petit trimaran, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui faisait 9 mètres de long, tout en bois. Et le vainqueur de cette route du Rhum, qui est devenu mon maître à penser, l'avait fait en 25 jours. 40 ans plus tard, j'ai gagné cette même course en 7 jours. Ce n'est pas le bonhomme qui est différent, hein, c'était des marins exceptionnels, c'est les matériaux qui ont changé. Et les matériaux, c'est vrai, quand je vous parlais de respect du passé, ce qui a changé notre vie, c'est la fibre. La vie technologique des bateaux et de plein de choses. Les éoliennes et les avions sont en fibre, de plus en plus maintenant. Mais on était les premiers en voile, en France particulièrement, à fabriquer les premières grandes pièces en carbone, la fameuse fibre de carbone dont on parle un peu partout. Ça fait 35 ans maintenant qu'on fait des mâts en carbone, qu'on fait des bateaux en carbone. Et les bateaux de croisière de haut de gamme sont en carbone maintenant. Mais surtout, la fibre nous a permis de nous affranchir des métaux. Les manilles, vous voyez ce que c'est, les mousquetons, tout ce qui tienne un peu les haubans, les machins, il y en a de moins en moins sur les bateaux, il y a de moins en moins de ferraille. On est passé, pour ceux qui en avaient les moyens, par du titane, bien sûr, c'était plus léger, et de plus en plus, on revient à ça, du matelotage. Plutôt que d'attacher quelque chose avec une manille en fer, on ligature. Alors, vous ne voyez pas tellement ça sur les bateaux de croisière, parce que les chantiers navals n'ont pas tellement confiance dans un petit truc bricolé, et surtout le client qui ne connaît pas en se disant « mais mon mât va tenir avec de la ficelle ». Et oui, monsieur, c'est que de la ficelle partout. C'est de la fibre pour le mât et de la ficelle qui tient tout le reste. Énorme révolution. Ça nous a permis d'avoir des bateaux plus légers, plus fiables, plus solides. Et puis ça permet de faire des petits engins comme ça qui volent. Ça, c'est un petit exemple. Ça permet aussi,
à la voile de s'exporter un peu partout, non pas de devenir un sport majeur, loin de là. Le foot restera toujours là où il est, le vélo aussi, et la voile, heureusement, n'est pas un sport majeur, c'est pas plus mal. Il y a des événements, quelques événements pour la France en tout cas, qui le sont, comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, où ça fait un peu vibrer des cœurs, mais pas tout le monde, hein, ce que je conçois. Donc la techno, ça nous a permis d'avoir des ailes comme ça, on s'inspire de l'aviation. Ce genre de petits engins, ça c'est un peu délicat à manier, pour être très franc. Vous voyez, c'est une aile rigide, tout en carbone, qui s'articule comme un avion. Parce qu'on a le même langage que l'aviation, exactement la même chose en bateau. On parle de traînée, de portance, de coefficient dans tous les sens. Et notre plus gros frein, c'était l'eau, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et maintenant ça devient l'air. Parce que l'eau, on s'en affranchit en volant sur des feuilles, et on fait des bateaux de plus en plus carénés, de plus en plus protégés aussi pour les équipages. Donc la technologie, oui bien sûr, mais on a une grande différence par rapport au monde industriel, c'est qu'on est bien en compétition, à avoir des concurrents. Je pense que ce serait bien aussi dans le domaine industriel, et je suis sûr que c'est votre cas, mais il y a un mot qu'on emploie quand même pas mal en mer, c'est le respect. Et le respect de la concurrence, c'est le meilleur moyen de débattre, d'ailleurs, parce que si on les respecte, ça veut dire qu'on les connaît. Si on les connaît, c'est qu'on sait pourquoi on a été battu par eux. Et si on veut les battre un jour, c'est justement, non pas en les copiant seulement, mais enfin... Et en mer, et de plus en plus maintenant, on aime bien aussi se bagarrer donc à armes égales, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'industrie, on est bien d'accord, je m'éloigne, mais ne comparer que des talents humains, des hommes et des femmes qui sont sur des bateaux identiques. Ce sont des courses en solitaire, comme, pas celle-là d'ailleurs, ça c'est un tour du monde, je vous passe, et puis je vous raconterai des histoires de route du Rhum à suivre. On va passer à des questions plus libres. J'ai vu un monsieur qui avait, voilà, avec les lunettes, qui avait levé la main tout à l'heure et qui souhaitait poser une question. Voilà. Le monsieur avec des lunettes, voilà. Il y en a un. Je voulais poser une petite question, cher Loïc, à propos de cette gestion du risque, puisque je me souviens que Tabarly, malheureusement, ne s'harnachait pas. Enfin, il disait qu'il sentait mieux le bateau. Et cet accident est arrivé, ça a été terrible pour nous tous. On l'admirait énormément. Et cette question est de dire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous attachez systématiquement, ou parfois il vous arrive de ne pas être attaché? On voyait un bateau tout à l'heure. Détaché, voilà. Regardez celui-là, par exemple. Ça fait 25 mètres de... combien ça fait? Je ne sais même plus. C'était l'un des 3 plus grands catamarans du monde, fabriqué à Vannes. Et on a fait un tour du monde qui s'appelait The Race, organisé par mon grand frère Bruno. Là, on est en équipage, on est 12 à bord. Vous voyez le truc, c'est à peu près la taille d'un terrain de tennis, à peu de choses près. Donc, demandez à un joueur de tennis de quand même taper dans la balle, tout en étant attaché seulement à un coin avec une longe de 3 mètres. C'est un problème. Heureusement, on met plein de sécurité partout, on appelle ça des lignes de vie, elles sont les bien nommées, sur lesquelles on s'accroche. Mais en solitaire, c'est un autre problème. Parfois, la sécurité dépend de l'exécution, de la vitesse d'exécution de la manœuvre, et non pas de la manœuvre elle-même. Si je ne vais pas tout de suite à l'autre bout du bateau, en courant, là, je me mets vraiment en danger. Donc, je ne peux pas rester, si ma ligne de vie ne va pas de ce bon point à ce point-là, je ne peux pas. Donc, la plupart du temps, surtout en solitaire, mais même en équipage, on s'accroche une fois qu'on est arrivé sur le poste de travail, ce qui est un petit peu ce qui se passe dans l'industrie aussi. On s'accroche parfois un peu tardivement quand on arrive en haut de la toiture, ou on ne s'accroche pas du tout. Mais arrive un moment, c'est vrai que Tabarly, vous avez pris l'exemple, alors lui, il nous a prouvé tout ce qu'il fallait faire, impeccable. Il n'avait pas besoin de mourir pour être une légende, ça c'est sûr. Il avait dit, vous avez entendu parler Tabarly, pour ceux qui connaissent un petit peu? Il avait un petit feu comme ça. Et il disait, quelqu'un qui tombe à l'eau n'avait pas sa place en mer. Je vous laisse réfléchir là-dessus, quand même, le truc. Il nous l'a prouvé net et précis. Le gars, il est sur un petit bateau, le vieux Penduic, qui monte en Irlande avec des copains à bord. Il veut faire la manœuvre tout seul, ils sont en équipage. Il prend un coup de pic, c'est-à-dire l'une des baumes, et il tombe. Terminé. Pas de harnais, pas de bras, pas de chocolat, pas de moteur, enfin bon. Tabarly, magnifique. Non mais c'est vrai, c'est mieux que de se retrouver coincé sous un camion sur le périph', hein, c'est la légende. Donc, on peut ou on ne peut pas toujours. Pas toujours, vraiment, sincèrement. Ma femme me pose tout le temps la question, mieux que vous, j'oserais dire, vous voyez, tout le temps, hein, depuis longtemps. Mais il y a des notions de responsabilité. Je vais reprendre un exemple. On était ce tour du monde, ou même d'ailleurs ce tour du monde-là. Quand on est skipper d'un bateau, ça reprend un peu ce sens-là, puisqu'on est responsable de la sécurité des autres, beaucoup plus. On n'est que des hommes, là. Ah non, dans ce cas de tour du monde, il y avait une femme avec nous. C'est une autre question, éventuellement, la présence des femmes à bord de nos bateaux. Mais en tout cas, sur le tour du monde avec le Bank Pop, on est à Brest, 3 heures avant le départ, d'un départ qu'on choisit nous-mêmes, hein, cet hardcore, et là, j'ai 12 femmes de marins qui me passent devant en me disant « tu me le ramènes ». Ça forge le sens de la responsabilité, ça c'est...
crois pour rien qu'on a des sourcils, mais c'est surtout, quand on est pacha, c'est pas non plus un rôle facile à tenir. Il n'y a pas que la photo dans le journal, sincèrement. Hein. Et donc, je les ai ramenés. Je les ai ramenés comment? Justement, en faisant bien gaffe, mais quand on a la chance d'avoir partagé déjà pas mal de milliers de milles avec des collaborateurs qui connaissent un peu l'urgence qui est liée à la sécurité ou parfois la prise de risque trop importante, ils arrivent à se doser eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'en tant que... Moi, mon motto principal, quand on a fait ce tour du monde, et celui-là aussi, c'était « fast but not furious ». D'accord, les gars, on va vite, mais on ne fait pas les cons. Pardon pour ce langage, mais c'est comme ça que ça marche. Les marins ont un drôle de langage. Catherine ? Il y a une autre question là-bas, une jeune femme là-bas qui est là-bas. Je vous écoute. On vous écoute. Bonsoir Loïc Perron, merci pour ce partage très riche. Colline Fromont, responsable RSE et développement durable du groupe Socomec. Alors voilà, on connaît tous le niveau élevé de pollution de nos mers à travers le globe. Oui. Quel regard portez-vous sur ce sujet et êtes-vous actif pour trouver des solutions sur le sujet? Merci. Ah oui, c'est la question piège, c'était là. C'était celle-là. Je ne me souviens plus à quel moment. Il y en a d'autres, ceci dit. Est-ce que moi, je vais trouver des solutions pour nous sauver la vie, les enfants? Mais non. Non. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être plusieurs, mais il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que les éoliennes, globalement. C'est ça tout le truc. Il n'y en a pas qu'une. Je vais prendre des petits raccourcis ou des détours pour arriver à... je ne sais pas où, d'ailleurs. Il y a une fâcheuse tendance depuis une quinzaine d'années sur nos courses à la voile en France et à l'étranger à vouloir impérativement mettre sur les bateaux « sauver la planète ». Ça part d'un très bon sentiment, on est d'accord. Mais un engin de loisir qui nécessite des tonnes d'énergie, de carbone, de machin, pour aller faire un petit tour du monde à la voile, il ne va pas sauver la planète du tout, loin de là. Donc j'ai un mal fou à militer, ou du moins à titre personnel, oui, mais pas avec nos outils de loisir et de plaisir. Ça, et ces bateaux-là, et je parle, et encore cela, on fait à peu près attention pour pas mal de choses, mais l'ensemble de la plaisance est un drame environnemental absolu, 1000 fois plus important à mes yeux que la voiture. La voiture, c'est d'abord un outil de travail. Vous n'allez pas faire de la bagnole pour le plaisir de faire de la voiture, on est d'accord? Vous allez au boulot, parfois vous emmenez les enfants, enfin bon. Et la voiture, votre voiture, dans la plupart des cas, va être recyclée au moins à 90%. Pas toutes encore, mais ça commence chez vos voisins allemands particulièrement, qui sont assez forts dans le domaine. Un bateau, quel qu'il soit, si vous avez un bateau aujourd'hui, c'est une hérésie environnementale. Un, parce qu'il va consommer du gasoil ou de l'essence avec des rendements complètement débiles. Les moteurs hors bord, c'est débile. Et puis surtout que c'est fabriqué en plastique, ça pèse des tonnes, des dizaines de tonnes pour quelques mètres de long. Ça encombre les ports, ça pollue partout. Donc je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, on est bien d'accord. Donc on n'est pas du tout des bons clients ou des bons vecteurs pour dire qu'il faut sauver la planète grâce à nos bateaux. C'est pas bon du tout. Vous êtes, à mon avis, plus efficace dans vos domaines respectifs à essayer d'optimiser les coûts, à optimiser les approvisionnements de vos matériaux, j'espère que vous l'êtes, les recyclages éventuels, qu'un bateau. Un drame. Maintenant, est-ce que j'ai une solution pour nous sauver la vie? Non. Non. Non, même pas. Non, mais sincèrement, il faut que la planète soit ou plus grande ou qu'on arrête de se reproduire, peut-être. Enfin, il y a 2-3 schémas comme ça, un petit peu dictatoriaux, mais rien de grave, hein, juste... Non, je suis... Alors là, pour le coup, on va rejoindre le fatalisme et l'optimisme. Je suis un optimiste très fataliste, certes, mais je dois avouer que le genre humain n'est pas du genre à me rendre très optimiste, pour être très franc. Quand on a des relations personnelles comme ça le fait, mais en tant que groupe, on est vraiment des ânes. Hein. Et je fais partie du groupe, hein, je vous rassure. Hein. C'est pas mal comme note positive, ça vous a boosté? Hein, ça fait du bien? Ouais. Ouais. Non mais, restons optimistes, parce que de toute façon, la messe n'est pas dite, loin de là. Il va falloir s'adapter, on évolue. Je dirais juste, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un mot que j'essaie d'utiliser 1 fois par jour, 2 fois ou 10 fois par fois, c'est respect. Juste ce mot-là, point barre. Un mot. Respect de soi-même déjà, c'est déjà un bon boulot. Bon, je continue de fumer, hop, première erreur, donc comme quoi je ne respecte pas tous les jours. Respect des autres, respect de mon bateau, respect de ma famille. Voilà. Et commençons déjà dans notre environnement. Mon petit mégot, par respect, je vais faire 10 mètres de plus pour le mettre dans une poubelle.
on démarre tous avec, et puis on n'est que des petites gouttes d'eau, donc à un moment ou à un autre, ça fera une rivière. Si elle va dans le bon sens, c'est bon. Je vous propose de continuer avec une question de Frédéric Créplet. Hop, ça. Frédéric Créplet, directeur général d'énergie, c'est administrateur de Socomec. Dans nos métiers, sur les 2 branches d'activité, on nous considère comme des experts. C'est une source de différenciation. J'ai lu... Et de conflit. Non, des experts, et c'est vraiment positif. J'ai lu que vous vous qualifiez comme un généraliste. Oui. Et connaissant un peu la voile également, vous avez été donc multicoque, monocoque sur une multiplicité de navires. D'aucuns pourraient dire que vous êtes un touche-à-tout. Ramené à l'entreprise, je pourrais dire positivement que vous êtes agile. Est-ce délibéré? Alors, oui, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure en parlant du solitaire. Par nature, pour commencer dans cette vie active qui n'existait pas vraiment il y a 40 ans, vouloir choisir de prendre le risque de se faire virer par... Oui, parce que je n'ai pas précisé quand les 5 enfants n'ont pas eu leur bac. En tout cas, les 3 garçons se sont fait virer à coups de pied au cul. Et c'était un deal parfait par le fameux commandant avec ses gros sourcils-là. Il nous a dit, tu refais un bac ou tu t'en vas. Bah, on a tous choisi, les uns derrière les autres, on s'en va. Donc à 18 ans, on n'est rien. J'ai ma petite mobilette et je veux faire du bateau. Pas simple, hein, on est en 78. Il y a Plastique Bertrand qui vient de sortir un tube, mais c'est la seule chose dont je me souviens. Donc, ça veut dire que je veux faire la mini-transat. Et la mini-transat, c'est forcément tout seul. Il n'y a que tout seul. Tout seul, ça coûte moins cher qu'en équipage. Je trouve un petit bateau de 6,50 m, et donc, naturellement, mon début dans le métier devient tout seul. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je suis obligé de toucher à tout, d'être multitâche. Je ne peux pas me spécialiser. Donc, ma grande spécialité est devenue d'être généraliste. C'est ça le truc. Ma spécialisation, c'est d'être généraliste. C'est ça ce qui est assez passionnant, d'ailleurs. Et je rejoins un thème intéressant aussi à propos d'expertise, parce qu'on en a besoin, mais je m'en méfie, pour être très franc. Les mâts qui sont tombés, la plupart du temps, sont tombés grâce à des experts qui ont forgé leur apprentissage sur mes mâts cassés. Et c'est ça tout le truc. Et on a besoin, heureusement, de gens spécialisés dans des calculs, parce que je suis incapable de le faire. Il y a seulement le sens empirique d'en avoir cassé tellement que... et puis des demandes spécifiques en disant « je fais un tour du monde, je ne veux pas que mon mât casse ». On est bien d'accord quand même, hein, on va prendre le risque de rajouter un peu de kilos par-ci par-là. Boum, ça pète quand même. Ah oui. Et puis on s'aperçoit 6 mois plus tard qu'il manquait une petite virgule quelque part. Enfin bon. Donc je me méfie des certitudes. Et quelqu'un qui vient me dire ça n'a jamais marché, ou ça ne marchera pas, ou ça a toujours marché comme ça et il ne faut pas, je suis sûr je m'en méfie par nature. Et c'est souvent malheureusement, je ne veux pas faire un procès aux experts en tout genre, hein, loin de là, ni même aux ingénieurs, mais c'est souvent un langage d'ingénieur qui est inévitablement spécialisé dans sa spécialité, c'est le cas de le dire. Moi, je trouve qu'un bon collaborateur est quelqu'un qui va, je l'ai dit tout à l'heure, comprendre et s'intéresser à la difficulté du travail de l'autre, non pas à sa spécialité à lui. Quand sur un tableur Excel, on se sert que de quoi 5% dans le meilleur des cas, enfin, sauf quelques... Moi, je me sers de... je vais faire 2 additions, 3 multiplications. Il y a 95% d'un logiciel exceptionnel fait par des mecs incroyables qui vont servir pour 5% seulement des utilisateurs. Mais j'aimerais bien avoir plus de facilité éventuellement, qu'on me facilite le boulot là où j'ai de la difficulté. Sur un équipage, je vous l'ai dit tout à l'heure, même quand je suis à la barre, le moindre mouvement de barre va faire en sorte que je vais déstabiliser l'éventuel expert qui est à l'étrave là-bas, qui est meilleur que moi pour aller faire son boulot. Mais si moi, au guidon, je ne vais pas ou le prévenir, ou ralentir mes mouvements de barre pour être sûr qu'il ne va pas tomber à l'eau, ou abattre en grand, abattre ça veut dire s'écarter du vent pour qu'il y ait un peu moins de force dans les voiles, pour faciliter son travail, c'est ça le travail de tous les experts mélangés entre eux, parce qu'ils connaissent la difficulté du travail de l'autre. Je trouve que c'est l'un des messages très importants. Et c'est assez... spécifique, je ne veux pas dire français, en tout cas, moi, c'est un peu ma manière d'être, ma marque de fabrique. Ce n'est pas du tout anglo-saxon. L'anglo-saxon sur un bateau, il va tout droit, il doit aller là-bas, quel que soit le boulot, le vent va faire, il y a une tempête, on doit changer de voile, il se fout totalement du nombre de personnes qui va aller au casse-pipe. C'est façon générale en 14-18, là, quand on envoyait juste de la viande dans les tranchées. C'est assez anglo-saxon, me semble-t-il. Le Frenchie, il a une petite tendance, il sait comment arrondir les angles, faciliter le travail des autres et être efficace. Rallonger la route, c'est une autre. On croit que tous les chemins mènent au Rhum. Bon, celle-là, je la fais facilement, mais c'est pas grave. Quand vous traversez l'Atlantique, c'est quoi la ligne droite, à votre avis? Ça passe, on l'appelle comment, la ligne droite? Ah si, une petite question, allez, un petit quiz. Prêt? Allez. Comment appelle-t-on la distance la plus courte entre 2 points sur la planète? Non, mieux?
Bah oui, mais oui, toi, je sais. Alors, on appelle ça l'orthodromie, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir. En fait, sur une projection normale de carte, si vous tracez un trait comme ça, eh bien, quand vous allez le projeter sur le globe, ça va faire une sorte d'arc de cercle, on appelle ça d'orthodromie. La route la plus courte. Jamais on la prend. Jamais. Vous ne verrez jamais aucune trajectoire de bateau sur une course qui aura pris la route la plus courte d'un point à un autre. Pourquoi? Parce que la météo ne va pas être favorable, parce qu'il y a des endroits où il y a des vagues, parce qu'il y a des cailloux, pour le coup, on ne peut pas le faire. D'ailleurs, l'orthodromie entre, on va dire, la France et la Guadeloupe, quand on fait la route du Rhum, ça passe pile poil au milieu des Açores, sur une île qui s'appelle Flores. Alors, les cargos le font. Évidemment, eux, ils sont en moteur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et ils font des routes très courtes. Mais savoir rallonger sa route, en conséquence, ça c'est un truc passionnant en bateau, qu'on a du mal à faire comprendre au monde terrien. Beaucoup de mal. Mais on tire des bords. Un bateau, ça ne peut pas avancer bout au vent. Donc on doit... Et vous vous rendez compte, on a des bateaux modernes, mais à l'époque, il y a des gens qui s'y reprenaient pendant 2 mois pour passer le Cap Horn. Ils n'arrivaient pas à remonter contre le vent, et puis la tempête les ramenait là-bas. Je vous conseille un jour, si vous allez à Saint-Malo, vous allez visiter la tour Solidor, magnifique tour, dans laquelle il y a le musée des Cap-Horniers. Là, vous verrez des cartes, il n'y a pas si longtemps, d'un siècle et demi, avec les trajectoires des bateaux qui essayaient de ramener ou d'aller chercher du guano sur les côtes chiliennes. Le temps qu'ils passent à essayer de passer le Cap Horn en sabots avec de la paille et puis des cirés en carton. On est des enfants de cœur à côté. Vous voulez que je vous raconte une histoire de Rome? Parce que ça fait 3 heures qu'elle est là, le truc, non? Alors, non mais si, c'est une histoire intéressante. Ça, c'est la route du Rhum, vous la connaissez un petit peu quand même, ça a plus de 45 ans maintenant. On part de Saint-Malo en hiver au mois de novembre, c'est cette année-là. Ça a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Ça a démarré en 78, si je ne m'abuse, et c'est un certain Mike Birch qui a gagné ça. C'était un Canadien. Il a gagné sur un petit trimaran jaune que voici. Ce petit trimaran jaune, maintenant que voici, j'appuie là, pardon, excusez-moi. Vous voyez, j'avais un certain goût pour la déco bizarre sur mes bateaux. Ça me fait penser à une chose intéressante, Yvan. Moi, j'aime bien être avec vous aujourd'hui, pour plein de raisons, mais il y en a une qui est familiale. On a parlé de nos relations, le grand-père, mais j'ai eu cette chance incroyable, en pas loin de 40 ans, de travailler beaucoup avec des familles, avec des entreprises familiales. Ça a été le cas avec Lacoste, Bernard Lacoste, avec la famille Lacoste, et j'ai porté le croco pendant plus de 30 ans. Ça a été le cas avec Monsieur Poc. Monsieur Poc et son fils importaient les Lada en France. Vous vous souvenez ça? Ouais. Tristement célèbre en ce moment, mais en tout cas, voilà, j'ai porté les couleurs de Lada Poc pendant 7 ans. J'ai fait un septennat avec des voitures soviétiques. Et je m'en suis bien sorti jusqu'ici. Mais... Bon, là, je vous raconte juste un petit truc. Là, c'est le départ de la route du Rhum. On est 20 minutes après le départ, et dans 2 minutes, je vais démater. Poum! On est devant Saint-Malo, on est en live, voilà, et je vais démater. Sauf que en 5 jours, à l'époque, la technologie, c'est vrai, était importante, mais on avait des mâts encore en alu, on n'avait pas encore de la ficelle, on avait des câbles. En 5 jours, avec des copains, on a refait un mât, et j'ai réussi à finir 2e de la course. Enfin, j'ai rattrapé tout. C'était une de mes plus belles courses, celle-là. Même chose, à l'époque, j'avais l'habitude de décorer mes bateaux. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ce petit trimaran-là a gagné la première route du Rhum en 78. C'est lui qui traverse en 25 jours avec Mike Birch, le fameux Canadien, qui est un ancien cow-boy, que personne ne connaît en France. Il bouffe des cacahuètes quand il y a la tempête. Enfin, c'est pas du tout le favori. À l'époque, il y a Kersozon, Tabarly, il n'y a que des stars. Lui, on ne sait pas. Il va gagner. Il va gagner, mais on va s'en apercevoir. Et en hommage à Mike, ben voilà, 40 ans plus tard, j'ai fait cette route du Rhum, parce que je l'avais déjà gagnée aussi. Et, voilà, et je me suis mis à faire des petits dessins. Parce que le problème, c'est que quand je préparais cette petite histoire en hommage à Mike Birch, sur ce bateau-là, je reviens là, là, je suis en mer, au large de Watt. On est il y a 6 ans, à peu près. Je suis au large de la Bretagne et je pars faire ma qualification. Vous savez, quand on va faire des transats, on doit se qualifier. Même si vous avez fait plein de transats avant, ce qui a été mon cas, le binôme doit être qualifié. Le bonhomme, ou le skipper ou la femme, doit, sur son bateau, faire 1000 milles, 2000 km dans un parcours dans l'Atlantique. Je pars, je suis loin, encore à portée des côtes françaises. Et j'ai mon téléphone à bord. Bizarre, alors que je voulais faire ça à l'ancienne, mais je l'ai encore. Coup de téléphone, et je vois Banque Populaire. Donc ce n'est pas mon banquier qui m'appelle, je vous rassure. Il aurait pu, il y avait de bonnes raisons, parce que là, je me suis endetté beaucoup, mais c'était le patron de l'écurie Banque Populaire, le team avec lequel on avait gagné le Jules Verne quelques années avant. Ce team Banque Populaire était en train de préparer l'un des plus gros trimarans du monde, que vous voyez à peu près ici, je ne sais plus où, bah non, j'avance un peu, on l'a vu tout à l'heure, pour un skipper français qui s'appelle Armel Leclerc. Je vous passe les détails. Il m'appelle, je suis sur mon petit bateau, moi c'est que du bonheur, je pars vers l'Espagne, j'ai 1000 milles à faire sur mon petit projet de mon petit bateau, génial. Armel s'est blessé, est-ce que tu veux le remplacer? Donc là, on vous parle d'un truc,
J'étais sur un petit bateau de 9 mètres qui a 40 ans d'âge, tranquille. Ça fait 12 ans que je n'ai pas fait de transat en solitaire, que je ne fais pas de multicoque. Enfin, je suis un ancien pilote de Formule 1 à cette époque-là. J'avais un peu raccroché les gants et le casque. Je fais plein d'autres courses, mais plus en solitaire et plus en multicoque. Et on me demande d'aller barrer, 4 mois avant le départ, le plus grand trimaran du monde en solitaire. Donc évidemment, la réponse, je lui dis, mais Ronan, tu déconnes vraiment. Non, bien sûr que non. Merci, au revoir. Et en fait, il me rappelle, il insiste. Et puis, vous savez, comme le capitaine Haddock, il y a un petit ange, le diable d'un côté et l'ange de l'autre. Mais si, tu devrais y aller. Mais non, mais t'es complètement fou. Enfin, un peu de schizophrénie comme ça. Il faut se remettre dans le contexte quand même. Hein. Ces bateaux-là, quelle que soit leur taille, ça chavire en 10 secondes. Moi, j'avais peur d'avoir oublié tous mes réflexes, tout ce petit savoir-faire dont on ne sait pas l'exprimer, justement, ni même l'écrire. Et c'est un challenge sidérant. Ce bateau fait 20 tonnes. Physiquement, je ne suis plus un perdreau de l'année à ce moment-là. J'avais 54 ans. Non, non et non. Et puis, bon, il faut que je te réponde quand? Demain matin. Oh, bon, d'accord. Alors, hop, j'affale les voiles, je reste près des côtes françaises toute la nuit, et la seule personne avec qui j'ai le droit d'en parler, c'est personne d'autre, il n'y a pas de témoin. C'est la même histoire avec Banque Populaire que 4 ans avant, sur ce fameux tour du monde, ce Jules Verne. Ils veulent un sauveur, ou du moins un remplaçant au pied levé. Et on va refaire la même. Et donc je lui dis, oui d'accord, ok, je te réponds en 3 conditions. Je suis sur la Coupe de l'Amérique, il faut qu'il me libère. Il faut que je fasse un test physique pour voir si je ne vais pas crever tout de suite. Il faut surtout que j'aille naviguer un jour sur ce gros bateau pour voir si je peux hisser la grand voile tout seul. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, tous ces bateaux que vous avez vus là, on n'appuie pas sur des boutons hein, pour que ça marche, hein, on est bien d'accord, hein, c'est tout avec le cerveau des 2 bras là. C'est-à-dire que c'est du délire pour quelqu'un qui n'est pas vraiment sportif, ni même important à la base. Et je vous la fais très courte, bilan des opérations. Je vais abandonner mon petit jaune, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin. Et j'ai même fait la passation à Lorient. Je suis venu avec mon petit bateau jaune qui est devant, et je suis monté sur le gros trimaran. La route du Rhum pour le petit jaune, ce sera pendant 4 ans. Et j'ai accepté ce défi incroyable de relever. Le lendemain de cette image-là, la veille, je venais de finir ma qualif sur le petit jaune. Le surlendemain, je partais tout seul sur ce gros bateau, refaire une qualification de 1000 milles. Et vous voyez la taille du truc, c'était assez grand quand même. Et bilan des opérations, là voilà, la complexité du truc. Là, c'était un bateau qui avait été conçu à la base pour 12 personnes. Il s'appelait Groupama, c'était le bateau de Camas, ils avaient battu le Jules Verne justement, quelques années auparavant. Une des raisons, et je pense que c'est une petite symbolique intéressante, une des raisons qui m'a fait accepter, d'oser accepter ce défi, c'est que quelqu'un d'autre l'avait relevé avant moi. Heureusement. Je pense que si Franck Camas n'avait pas gagné la route du Rhum 4 ans auparavant sur ce même bateau, jamais je l'aurais fait. C'est intéressant ça. Il y a des moments où on peut être motivé à faire des choses parce que d'autres ont quand même ouvert pour nous des brèches qui ne nous semblaient pas possibles. Pour plein de raisons. Des raisons ou intellectuelles, ou physiques, ou financières, ou je ne sais trop quoi, mais hop, ils ont tenté le coup. La fameuse phrase, ils ont peut-être réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible pour le coup. Moi, je savais que c'était impossible pour moi. Ce n'était pas faisable, pour plein de raisons. Et donc voilà, et quand on gagne la route du Rhum, parce que, pour rien vous cacher, je l'ai faite 8 fois la route du Rhum et je ne l'avais jamais gagnée. Donc voilà, c'est la dernière fois où heureusement je l'ai gagnée. Voilà la différence entre le petit jaune et le grand. Merci. Vous voyez l'échelle, là, il y a un petit bonhomme, là, et là, il y a un petit bonhomme. Donc ça, c'est le bateau avec lequel, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, j'ai enfin fait la route du Rhum à l'ancienne, en hommage à Mike Birch. Ça montre bien que ce n'est pas parce qu'on a les plus grandes oreilles qu'on entend le mieux, parce que je me suis fait autant plaisir ici que là. Ce n'est pas du tout les mêmes difficultés, mais ce n'est pas du tout la taille du bateau. C'est la beauté de cette leçon de vie qu'est la voile, au sens large. C'est que ce n'est pas du tout la vitesse du bateau, sa taille, d'être en équipage ou en solitaire. C'est intéressant, c'est vrai, de toucher à tout, pour reprendre un peu votre question, d'avoir la chance de toucher à tout, d'aller dans tous les milieux possibles, quels que soient les endroits, les vitesses, les parcours, les longueurs. C'est à chaque fois différent, en fait. En fait, à chaque fois, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on essaye d'exploiter 100% d'un outil. Un mauvais marin, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mon bateau ne va pas assez vite, il est plus vieux que l'autre, j'ai pas de belle voile. » Non, on fait avec ce qu'on a. On essaye de faire évoluer, mais c'est vraiment intéressant d'essayer d'optimiser la manière de piloter avec le peu de puissance qu'on a sous les pieds parfois. Ah, je ne sais plus ce que je vous avais dit là, mais est-ce que vous avez une autre question? Ce sera avec un grand plaisir. Moi, je vous propose de terminer la séquence avec la petite dernière. Une dernière question de Sergi, si ça... Parce qu'on arrive à l'issue de cette séquence de questions-réponses. Sergi Busquets, responsable du sud de l'Europe et l'Amérique du Sud. Enchanté. C'est un vrai plaisir de vous écouter, merci. Merci. Alors, vous avez dit, le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Ah oui. Donc, alors, justement,
quel est le voyage à venir qui rentrerait précisément dans cette catégorie? Merci. C'est encore une autre question piège, ça. Le plus beau, c'est pas... Oui, c'était joli comme phrase, mais il ne faut pas en abuser non plus, mais il faut en faire de temps en temps. Non, mais ceci dit, des rêves, ça devient... C'est plus des rêves quand ils sont exaucés, bizarrement. Je rêve depuis 40 ans, depuis que j'ai des enfants, donc ça fait 30, un peu avant, de faire un tour du monde en croisière en famille. Moi, j'ai été nourri par les récits Artaud, justement, les parents de Florence Artaud, qui était éditeur. Je vous conseille, il y a des bouquins qui sont géniaux. Pas les bouquins des marins de course au large comme moi. Ce sont les bouquins de gens qui ont décidé, dans les années 60 surtout, 70, de faire un tour du monde en famille, de construire leur bateau en ferrociment. Il y en a beaucoup. Les Damiens. Les Damiens, des choses comme ça, voilà. Et ce rêve de faire le bateau familial et de faire un tour du monde en famille, je ne l'exaucerai jamais. Mes enfants sont grands maintenant. Mais c'est pas grave, ça reste un rêve pour le coup. Mais le plus beau voyage, le voyage que je suis en train d'entreprendre en ce moment, il est beaucoup plus terrien. Je voyage à terre avec un burineur, une brouette et un marteau et un casque. C'est mon voyage intérieur en ce moment, enfin extérieur plutôt. Je suis en train de rénover une ferme et ça me passionne depuis 2 ans. Je suis au taquet là-dessus. Ça ne m'empêche pas de naviguer, mais la partie navigation me fait moins rêver. Et d'ailleurs, je réfléchis à l'instant pendant que vous me posez la question. Pour la première fois, il y a 1 an et demi, à peu près, je suis en train de faire la Transpac, la Transpacifique, en équipage. On part de San Francisco, on part de Los Angeles, et on va à Hawaï. Sympa comme promenade. Ça dure 5 jours sur un trimaran, enfin que du bonheur. On l'a gagné il y a 6 ans. Et je suis avec des copains anglais, un propriétaire, super. Et là, ça dure 4 jours et demi, conditions idéales, des alizés, tout va bien. Aucune raison de se plaindre, évidemment. Et je me suis emmerdé. Pour la première fois, enfin, j'attendais que ça fait 60 piges que ça dure. Enfin, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me branche moins. Drôle, hein? Donc, le plus beau voyage, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne l'a pas encore fait, parce qu'il va changer constamment. Mais j'ai été agréablement surpris, enfin, de me lasser un tout petit peu de ce que je fais depuis un demi-siècle, à savoir dans tous les sens. Mais je suis toujours passionné par la technologie, je suis toujours impliqué dans plein d'autres choses, mais voilà, pour l'instant, je suis à fond dans les vieilles pierres et au burineur. Voilà, chacun son voyage. Merci. Merci à vous. Une dernière. Allez, une petite dernière, oui, allez, pour la route. Alors, il y en a une, là, il y en a partout. Madame. Il y en a 2. Ah, mesdames, pardon. Ou madame. Madame. Bonsoir Monsieur Perron, Anne-Claire Pernet, groupe Socomec, responsable juridique. On vient de voir une très belle photo, Action Enfance. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est une fondation qui protège les enfants et les adolescents exposés à des maltraitances. Et vous êtes également parrain depuis de nombreuses années de l'aide à la recherche des maladies du cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ces engagements qui sont les vôtres pour ces causes? Avec plaisir. Alors, quand on est un peu, comment dirais-je, personnage un peu public, on est souvent sollicité, évidemment. On ne peut pas dire oui partout. Donc, je n'oserais pas dire qu'il faut choisir, mais ça dépend souvent des affinités et puis des hasards de la vie qui font ça. Donc, j'ai été souvent parrain de fondations et d'associations. Il y a très longtemps, d'une association qui s'appelle Andy Rare et Poli, des maladies rares, et de se rapprocher un petit peu plutôt du milieu enfant, d'ailleurs. C'est plus au début, quand on a encore des choses à leur apporter, j'imagine, mais aux adultes aussi. Et donc, Action Enfance, j'en reviens à ça, puis je reviendrai à la RMC après. Action Enfance est arrivé parce que ce projet Route du Rhum, qui a donc été avorté pendant 4 ans à cause de ce gros bateau, mais que j'ai enfin fait, c'était sur fonds propres, si vous voulez. Je ne voulais pas de sponsor, donc j'ai demandé à tous mes copains, mes anciens fournisseurs de me donner un coup de main, évidemment, pour faire des voiles et pour me prêter des choses. Mais c'était un investissement personnel qui me tenait à cœur, en hommage à Mike Birch, et en hommage à tous ceux grâce à qui on en est là aujourd'hui, ceux qui ont fait des sillages avant nous. Et je voulais offrir cet espace médiatique, parce que c'est notre métier en fait. Hein. On vend de la communication, on vend de l'espace, on vend du rêve parfois, ou des aventures en tout cas, à des partenaires, à des sponsors, on appelle ça. Et bizarrement, notre métier se résume à ça, à fabriquer des histoires. Et donc autant l'offrir à quelqu'un qui en avait besoin. Et par affinité, et voilà, je vais tomber sur cette fondation,
Action Enfance qui s'occupe, alors qui me rappelle beaucoup ma famille, parce qu'on est en fratrie. Nous, on a eu cette chance unique d'être bien élevés et d'être virés à coups de pied au cul au bon moment, d'ailleurs, parce que ça faisait partie d'une éducation exceptionnelle. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça m'a vraiment tenu à cœur, et on a emmené naviguer des enfants, et j'ai touché de près, évidemment, la difficulté de certains d'entre eux, hein, parce qu'eux, ils sont retirés de leurs milieux familiaux par décision judiciaire. Donc c'est pas simple tous les jours. Et puis il y en a une autre, c'est la maladie de Charcot. J'ai 2 copains qui sont touchés. C'était même pas, c'est arrivé parce que c'était mon ancien prof de sport des jésuites quand j'étais à Vannes. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et après, malheureusement, on peut pas dire oui à tout parce que sinon, ça devient inefficace pour tout le monde. Mais évidemment, c'est très agréable de porter des couleurs. C'est pas désagréable de porter des couleurs de partenaires financiers purs parce qu'on en a besoin, mais c'est sympa aussi de partager des difficultés. Voilà le truc. Action Enfance, je vous les conseille. Hein, si vous... Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour les entreprises aussi. Il y a quand même des intérêts. Allez-y. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben voilà. Tous les chemins mènent au Rhum. Et alors, on avait dit... Oh, il en reste... Si, il y en a... Une dernière question. Ah oui, une dernière. La toute dernière. Moi, je ne peux pas dire non. La toute dernière qui me permet de vous féliciter pour votre incroyable parcours qui fait de vous une gloire nationale. Merci. Voilà, alors la route du Rhum, c'est bien. Mais vous savez qu'il y a peut-être plus typique, plus varié, et peut-être même plus dangereux. Est-ce que vous avez déjà fait la route des vins d'Alsace? Ça, c'est la vraie question piège, pour le coup, tu vois. Eh bien non, mais on va s'y atteler tout de suite, je crois. C'est ça l'idée. Exactement. Moi, on va commencer maintenant. Ça me fait la transition. Alors, je me permets de vous remercier, donc, je pense au nom de toute l'Assemblée, Loïc, pour votre intervention et cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, en ce qui nous concerne tous, vous êtes invités désormais à poursuivre pour la deuxième partie de soirée. Donc, ça se passe de l'autre côté de la passerelle. Donc, vous pouvez quitter ce bâtiment, le relais des énergies, par le fond du bâtiment. Et donc, vous suivez les hôtesses qui vous montreront le chemin. Vous êtes invités à un premier cocktail apéritif et ensuite, vous pourrez déambuler sur l'intégralité des sites où on a laissé donc, tout le campus qu'on a mis en place pour célébrer ensemble notre centenaire. Bonne soirée à vous. Bravo.